Je ne me suis jamais considéré comme un adepte de la théorie du complot. Mais si, comme moi, vous êtes un fan de Michael Jackson, vous avez probablement participé à toutes sortes de forums étranges où les gens discutent des causes possibles de sa mort, revoient image par image la cérémonie d'adieu et affirment que le chanteur a tout simplement simulé sa propre mort. Un jour, j'ai moi-même été impliqué dans cette histoire. Je me trouvais chez moi, tard dans la nuit, à parcourir YouTube à la recherche de rares extraits de ses concerts, lorsque je suis tombé sur une chaîne sans nom ni logo. Elle n'avait pas de description correcte, ni de structure logique. Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus troublé. Je suis tombé sur une vidéo où l'on entendait une voix qui ressemblait étrangement à celle de Michael. La chanson ne m'était pas familière. Je n'avais jamais entendu de tels motifs auparavant, et je pensais avoir écouté tout ce qui était possible. Au début, je me suis dit, quelqu'un a encore fait une reprise, ou a essayé de la mixer à partir de bouts d'interview. Mais mes oreilles ne m'ont pas déçu. Les voix semblaient être celles de l'artiste. C'est ce qui m'a poussé à creuser le trou du lapin de plus en plus profondément. Au début, j'ai ignoré ces deux clips et j'ai pensé qu'il s'agissait d'un savant découpage de voix provenant de diverses interviews, répétitions et pistes non officielles. Sur les sites de fans, on trouve parfois des arrangements faits maison, que les gens font passer pour des enregistrements fuités ou secrets. Mais au bout d'une semaine, je suis retourné sur cette chaîne mystérieuse. Il y avait d'autres vidéos et les commentaires étaient en plein chaos. Quelqu'un criait « C'est le retour de Michael » et d'autres se moquaient « Tu es juste fou et tu ne peux pas admettre qu'il est imité ». En outre, chaque nouveau morceau était différent du précédent et ne rentrait pas dans le cadre d'un remix normal. La mélodie sonnait trop professionnelle, les voix n'étaient pas en boucle ou robotisées et les paroles étaient trop complexes, tandis que les transitions vocales et les cris caractéristiques de « hey hi » et « wouhou » tombaient directement dans le rythme, comme s'il s'agissait d'un enregistrement en direct plutôt que d'une coupure. J'ai passé la moitié de la nuit à essayer de transcrire les liens et de trouver au moins le propriétaire de la chaîne. Je n'ai rien trouvé. Aucune mention, aucun abonnement, une date de création cachée. J'ai essayé de googler les fragments de chansons, mais le moteur de recherche ne donnait que les mêmes clips incompréhensibles. J'ai alors décidé de me rendre sur les célèbres forums de fans de Michael Jackson et d'y chercher quelque chose. J'ai fini par trouver un court fil de discussion où les gens s'envoyaient des liens vers la même chaîne et où quelques utilisateurs mentionnaient un lien potentiel avec l'expérience de relocalisation numérique. L'idée en elle-même me paraissait folle et ridicule, mais j'ai été séduit par le fait que des gens discutaient sérieusement de cette rumeur. Je me suis inscrite, j'ai écrit quelques de messages. Je voulais en savoir plus, mais le fil de discussion, comme par hasard, a été rapidement supprimé et mon compte de forum a été bloqué. Cela m'a semblé étrange et inquiétant, car d'habitude, les administrateurs des communautés de fans accueillent favorablement toute discussion, surtout si elle porte sur des documents perdus ou rares de l'idole. Je me suis demandé de quoi ils avaient peur. Plus j'y réfléchissais, plus je me rappelais que bien avant ces clips, il y avait eu d'étranges rumeurs. Je veux parler des divergences dans les documents officiels après sa mort, et du fait que certains gardes ont déclaré avoir vu Michael après les funérailles ou dans les couloirs de l'hôpital lorsqu'il était censé être déclaré mort. Ce qui est intéressant, c'est que personne n'a pu retrouver ces gardes après quelques mois, comme s'ils avaient été déplacés vers d'autres objets ou s'étaient eux-mêmes évaporés de la surface de la Terre. Et puis, il y a eu des aveux de personnes prétendument proches de la famille, affirmant que le corps n'avait pas été montré, même à des membres de la famille. Mais qui sait,
Il ne s'agit peut-être que de fiction et de soif de sensation. En tout cas, je ne m'attendais certainement pas à voir, ou plutôt à entendre, un jour quelque chose qui me fasse croire aux théories les plus folles. Et pourtant, au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas laisser tomber le sujet. Je devais aller au fond des choses. Environ une semaine après ma première rencontre avec cette chaîne, je suis tombé sur une sorte de chat roulette pour les fans, où tout le monde discutait par lien vidéo sur divers sujets liés à l'œuvre de Michael. J'ai immédiatement vu dans la liste des participants une personne portant le surnom de R8 Ali, qui avait été mentionné dans le forum supprimé. J'ai eu l'impression qu'il en savait peut-être plus qu'il ne l'écrivait. Je suis allé dans la salle commune et j'ai attendu qu'il prenne la parole. Et en effet, R8 Ali a mentionné avec désinvolture qu'il avait eu une conversation avec l'ancien garde du corps de Jackson, qui a failli donner trop de détails. Immédiatement, de nombreux participants au chat ont commencé à poser des questions, mais son interlocuteur s'est tu, comme s'il craignait d'être banni. J'ai donc pris le risque de lui écrire un message privé. « Écoute, je veux vraiment comprendre ce qui se passe. Dis-moi ce que tu sais. Je ne suis pas journaliste, juste un fan. » À ma grande surprise, il m'a répondu une minute plus tard « Pas ici, trop d'yeux supplémentaires. » Ensuite, il y a eu un lien vers un groupe fermé sur Telegram dont la description disait « Pour rejoindre le groupe, vous devez télécharger une capture d'écran de votre abonnement à une chaîne et entrer un mot de passe. » Et le mot de passe était une sorte de date. J'ai cherché sur Internet. Il s'est avéré que c'était la date de réception d'un étrange congrès scientifique qui avait eu lieu dans les années 90. J'ai tout de suite pensé qu'il s'agissait d'une sorte de test de conspiration fou. Mais il n'y avait rien à faire, alors j'ai obtempéré. Je suis entré dans le groupe et j'ai vu quelques dizaines de messages. Les personnes, à l'intérieur, se comportaient très prudemment. Elles cryptaient leur nom et toutes les communications étaient renotées réduites à des demi-indices. Mais l'essentiel qui se dégageait de leurs propos était effrayant. Il semblait y chercher des preuves que Michael avait pu être réinjecté numériquement, comme si son cerveau avait été numérisé. J'ai souri mentalement, on aurait dit le scénario d'un film de science-fiction. Mais j'ai tout de même poursuivi ma lecture. Il y avait une correspondance avec une personne du nom de Cory, qui affirmait qu'en fait, dans les années 80, le gouvernement et les grandes sociétés informatiques, à l'époque, il s'agissait de noms très différents. Ceux que nous connaissons aujourd'hui n'existaient pas encore. Développaient secrètement une technologie d'expansion de l'esprit humain. Il s'agissait essentiellement de créer une copie numérique des connexions neuronales, afin qu'une personne puisse vivre à l'intérieur d'un ordinateur. Les premiers volontaires devaient être des gens du show business qui avaient de la célébrité et les moyens financiers de payer les expériences secrètes. Cory écrit qu'après l'effondrement de sa carrière, des problèmes d'endettement et des atteintes à sa réputation, Michael a peut-être accepté de participer à ce projet, surtout s'il n'avait aucune autre chance d'arrêter le vieillissement et la maladie. Je n'aurais jamais accordé beaucoup de crédit à cette théorie si je n'avais pas entendu ces voix étranges qui ressemblaient au vrai Michael, vivant et même actif sur le plan créatif. Quelques jours plus tard, j'ai osé écrire un message privé à Cory lui-même. Je l'ai bombardé de questions. Comment avez-vous eu connaissance de ces expériences? Avez-vous des preuves? Peut-être n'est-ce qu'une histoire idiote? Mais il m'a répondu par de courtes phrases. C'est dangereux. Je sais de quoi je parle. Faites attention. Puis il y a eu un silence. J'ai attendu des réponses. J'ai rafraîchi la fenêtre, mais son statut restait hors ligne. Je commençais à trembler sous l'effet de l'excitation. J'avais l'impression d'être le héros d'un roman policier bon marché, à la recherche d'indices inexploités. Mais l'intérêt devenait plus fort que la peur, et j'ai donc décidé d'aller de l'avant. Plus précisément, j'ai décidé de trouver quelqu'un qui pourrait corroborer les propos de Cory
plus ou moins dans la vie réelle, et pas seulement sur les forums de discussion. Tout d'abord, j'ai contacté un vieil ami qui était un journaliste jaune, spécialisé dans les nouvelles sensationnelles sur les célébrités. Nous nous étions à peine parlé ces dernières années, mais j'espérais qu'il aurait des idées à me donner. Il s'est d'abord esclaffé en entendant ma version. Michael était vivant dans une coquille numérique. Puis, n'hésitant pas à faire étalage de sa curiosité, il m'a demandé un lien vers cette mystérieuse chaîne. Je le lui ai envoyé, après quoi il a disparu pendant quelques jours. Lorsqu'il était revenu, il m'a dit ce qui suit. « Tu sais, je pensais que c'était n'importe quoi, mais tu as raison, la voix est exactement la même, et on ne peut pas usurper cela. J'ai essayé de vérifier les spectrogrammes sonores, le timbre, je l'ai analysé à l'aide d'un logiciel spécial. C'est le plus proche de l'original de Jackson que j'ai jamais vu. Et ce n'est pas un collage de vieux enregistrements. Il s'agit donc soit d'une imitation ingénieuse par un réseau neuronal qui connaît sa voix comme la sienne, soit, et il a coupé court, comme s'il ne voulait pas aller plus loin dans sa réflexion. Mon ami m'a promis de fouiller dans ses sources et il commençait à paniquer, car il avait enquêté sur quelques cas de projets technologiques étranges ces derniers temps. Il était particulièrement affligé par le fait que ceux qui avaient essayé de creuser le sujet avaient soudainement cessé de le contacter. Quelques jours plus tard, il m'a raconté quelque chose d'encore plus fou au téléphone. J'ai un ancien assistant médical anonyme qui a travaillé pour Michael. Il a déclaré qu'entre 2008 et 2009, avant même l'overdose de propofol prétendument fatale, Jackson avait été diagnostiqué comme souffrant d'une maladie du système nerveux, peut-être de nature auto-immune. Les médecins ont laissé entendre qu'il aurait dû essayer des thérapies expérimentales. Et cet assistant avait vu des documents qui mentionnaient un projet financé par de grandes entreprises. Il y avait des noms que je préfère taire. Et voici ce qui est curieux. L'assistante a dit que certaines d'entre elles étaient liées aux technologies de numérique et détenaient des brevets pour la préservation et la modélisation de la conscience humaine. Mais lorsque l'assistant a essayé d'en savoir plus, il a été immédiatement licencié et le laboratoire situé dans l'enceinte de l'hôpital a été fermé aux personnes extérieures. J'ai littéralement cessé de dormir la nuit. Il me semblait que je m'enfonçais de plus en plus dans une telle boule de neige, de spéculations et d'insinuations qu'il était trop tard pour en sortir. La curiosité l'emportait. J'avais également peur, car les gens avaient été prévenus du danger. Pourtant, le désir de connaître la vérité me poussait à continuer, comme si j'étais hypnotisé par la possibilité de voir quelque chose qui expliquerait tout une fois pour toutes. Toute cette histoire a continué à défiler dans mon esprit jusqu'à ce que je me dise « Et si le retour de Michael n'était pas tout à fait ce que nous imaginons? Peut-être qu'il était vraiment devenu numérique d'une certaine manière et qu'il commence à prendre contact avec le monde par le biais d'Internet? Les questions sont alors encore plus poignantes. S'il s'agit vraiment de lui, qui le contrôle? Et pourquoi ces vidéos commencent-elles à faire surface maintenant? Désireux de trouver quelque chose d'utile auprès des journalistes, je me suis concentré sur les vidéos postées par cette chaîne inconnue. 2 nouvelles chansons venaient s'efforcer de sortir. L'une s'appelait « Shadow of Time » et l'autre « Digital Dreams ». Je me suis souvenu des noms exacts, car j'ai été choqué par leur contenu. Dans « Digital Dreams », les paroles parlent d'un monde incompréhensible, où l'esprit est emprisonné dans des murs de fer, d'où il n'y a pas de retour possible. La voix sur l'enregistrement ressemblait vraiment aux intonations caractéristiques de Michael lorsqu'il chantait sur l'injustice, sur la douleur qui n'abandonne pas l'âme. C'était inquiétant à écouter, car les paroles faisaient allusion à l'emprisonnement dans un espace virtuel où le temps passe et personne ne vieillit. J'ai réécouté la chanson 10 fois, essayant de voir si les paroles étaient générées par ordinateur, sans âme. Mais la composition,
qui comportait à la fois des lignes de basse et un refrain en arrière-plan, semblait trop vivante sur le plan émotionnel. C'était comme si un homme avec de vrais sentiments chantait son isolement. Mon cœur s'est serré à l'idée que tout cela n'était que le cri réel d'une conscience enfermée. Peut-être que quelqu'un essaie d'envoyer un message au monde, du genre « Je suis là, sauvez-moi ». D'un autre côté, il pourrait s'agir d'une provocation magistrale et d'un jeu sur les sentiments des fans à qui leur idole manque. J'ai ensuite envoyé le lien vers Digital Dreams à des musiciens que je connaissais et qui analysaient le son. Selon eux, le morceau n'est manifestement pas le produit de simples programmes d'utilisateurs. Les voix sont trop organiques. Il n'y a pas de défaut de génération typique. Pour obtenir une telle qualité, il faut beaucoup d'enregistrements sources et une modélisation très complexe, a écrit l'un de mes amis. Il a également ajouté « S'il s'agit d'une voix générée, l'auteur dispose d'une technologie que nous ne pouvons que deviner. » Au même moment, j'ai remarqué que l'audience de la chaîne augmentait considérablement et que les vidéos commençaient à se répandre sur les médias sociaux. Mais dès que la chaîne a gagné quelques dizaines de milliers de vues, les vidéos ont disparu, comme si quelqu'un les avait volontairement supprimées. Puis, elles sont réapparues, mais sous un autre nom et sur une autre chaîne, également sans nom et sans description. J'avais l'impression que quelqu'un essayait délibérément de diffuser le matériel et que quelqu'un d'autre le retirait tout aussi diligemment de l'accès public. J'ai commencé à noter l'heure de l'apparition et de la suppression. Parfois, la différence entre la publication et le blocage n'était que d'1 heure. C'était une véritable guerre de l'ombre. Pendant ce temps, presque personne ne postait dans le groupe fermé de Telegram où j'étais inscrit. L'administrateur a seulement publié une capture d'écran d'un document inconnu tamponné par certaines autorités de l'État qui mentionnait « sauver la mémoire d'un patient cher » et « consentir à une procédure risquée ». Et personne n'a voulu s'étendre sur les détails. Seul un participant signé AW a écrit « Je l'ai vu après les funérailles. Je sais que ce n'était pas un double. Il m'a parlé pendant quelques minutes. Puis des gens en uniforme noir sont arrivés en courant et l'ont emmené. » Mais cela va totalement à l'encontre du bon sens. Comment avait-il pu voir Jackson vivant après la cérémonie officielle et l'annonce de sa mort? Dans ces moments-là, j'avais envie d'abandonner, mais au fond de moi, je voulais trouver une vraie preuve, ou atteindre la personne qui confirmerait ou infirmerait. J'ai donc continué. À un moment donné, il m'est apparu clairement que cette histoire ne concernait pas tant la transmigration numérique qu'une guerre mystérieuse autour du nom de Michael. J'ai senti la présence de forces puissantes qui voulaient cacher la vérité. Ou peut-être que Michael lui-même, s'il existe vraiment sous une autre forme, ne veut pas sortir de la lumière. Peut-être que c'est plus sûr pour lui, ou peut-être que tout cela fait partie d'un plan soigneusement orchestré. Je suis tombé sur des avertissements incompréhensibles, des messages personnels sur des forums qui me disaient « N'allez pas plus loin si la vie est précieuse. Ne pensez pas que vous pouvez vous en tirer si vous creusez plus profondément. » J'ai essayé de comprendre ce qui les motivait. S'agissait-il d'un véritable désir de me protéger ou d'une tentative d'intimidation? Pendant un moment, je me suis demandé ce qu'il en était de la famille de Michael, ses frères, sa sœur, son père, ses enfants. Aucun d'entre eux n'avait remarqué quoi que ce soit d'étrange. Peut-être avait-il signé un serment de non-divulgation ou avait-il été menacé? J'ai tenté d'entrer en contact, via Twitter, avec une personne qui prétendait travailler au domicile de la famille Tommy Jackson. Elle m'a répondu. Je ne peux ni confirmer ni infirmer, mais ce que vous demandez pourrait vous nuire gravement. Oubliez cette chaîne YouTube. Cela n'a fait qu'attiser mon intérêt. Il semblait qu'un proche de la famille savait quelque chose, mais ne pouvait pas en parler ouvertement.
Un soir, j'ai reçu un appel de ce même collègue journaliste qui m'a chuchoté d'un ton agité. « Il y a du nouveau, je ne peux pas parler longtemps, j'ai l'impression d'être prise en otage. Écoutez bien, j'ai trouvé un ancien agent de sécurité qui aurait vu Michael vivant après sa mort officielle, mais il a brusquement coupé court à la conversation en disant qu'il ne voulait pas d'ennui. Il a seulement mentionné qu'après les funérailles, il avait transporté un sarcophage de la morgue à un laboratoire secret et qu'il ne s'agissait pas d'un vrai corps. Comme une compensation pour que tout le monde puisse voir le Zosho défunt, le vrai Michael a été emmené dans une autre camionnette. Pas d'autres détails. Ensuite, il y a le signal d'abandon. Peut-être que c'était trop risqué pour lui. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je repassais dans ma tête les scènes où le corps de Michael était transporté clandestinement quelque part pour être soumis aux expériences en question. Mais ce qui était encore plus effrayant, c'était l'idée qu'il avait peut-être donné son accord avant de mourir, qu'il avait tout préparé, signé les papiers et simulé sa fin pour compromettre les médecins, les compagnies d'assurance et le monde entier qui le poursuivaient. Je n'avais aucun espoir de connaître la vérité, mais je sentais qu'il devait y avoir un indice quelque part. J'ai donc attendu la prochaine vidéo étrange, comme si elle pouvait être la réponse à mes questions. Et puis ce jour est arrivé, le 21 août 2022. Je m'en souviens comme d'un cauchemar. Une vidéo a été téléchargée sur la chaîne, qui s'est à nouveau ouverte sous un nouveau lien, avec pour seule description les mots « I'm still here ». Je suis toujours là. Sur un écran noir, on pouvait lire « Vous n'avez pas vu la fin ». Lorsque l'audio a commencé, un murmure rappelant la voix de Michael a été perçu. D'abord les mots silencieux « Ne me laisse pas derrière ». Puis un rythme qui ressemblait à un battement de cœur, et enfin un refrain puissant dans le style des dernières compositions de Jackson. Dans les paroles, j'ai entendu des lignes sur la liberté, sur le monde qui se détourne et sur l'impossibilité de revenir en arrière. J'ai frémi. S'il s'agissait d'une chanson fabriquée par une intelligence artificielle, elle s'efforçait de transmettre le drame. S'il s'agit de la voix réelle d'une personne qui est vivante, quelque part, mais qui ne peut pas sortir de l'ombre, alors l'ensemble de l'histoire met l'esprit sens dessus-dessous. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est le commentaire laissé sous ce clip par un certain profil anonyme portant le pseudonyme Irsuas U020 White Somebody Loves You. On peut y lire « Ils veulent que vous pensiez que c'est une blague. Mais je le jure, j'ai vu les images qui confirment la numérisation des connexions neuronales. Michael n'est que le début de la chaîne. Il y en aura d'autres. » Ce commentaire n'a duré que 3 minutes avant de disparaître et le compte lui-même s'est évanoui. C'était comme si quelqu'un avait délibérément effacé toute information. J'ai réussi à faire une capture d'écran et à l'envoyer à mon ami journaliste, mais il s'est contenté de secouer la tête. Ce n'est pas une preuve réelle, pas d'adresse IP, pas de vrai nom. Ça a l'air fou, personne ne vous croira. Quelques heures de plus tard, la vidéo a également disparu de la chaîne. Tout cela ressemblait à une sorte de théâtre de l'absurde, avec des personnages et des décors qui changeaient à chaque seconde, tandis que je poursuivais un fantôme dans des couloirs sombres. À la fin, je n'en pouvais plus et j'ai pris une décision. Puisque personne ne voulait dire la vérité, je devais essayer de trouver les traces physiques moi-même. Par l'intermédiaire d'un journaliste, j'ai découvert l'adresse de la clinique où Michael aurait été soigné juste avant sa mort. Ce n'était pas à Los Angeles, mais dans une autre ville où il n'y avait pas de foule de paparazzi. Apparemment, tout était sous couverture. J'ai fait mes valises et j'ai pris l'avion pour cette ville. Je ne savais pas vraiment ce que j'espérais y trouver. La clinique s'est avérée être un bâtiment gris banal d'un étage, entouré de quelques arbres et d'une clôture. Les portes étaient ouvertes, à l'intérieur. Un hall de clinique, 2 greffiers,
des couloirs étroits, des bureaux. Je suis entré, j'ai fait semblant de chercher un médecin et j'ai commencé à poser des questions au personnel. Bien sûr, personne ne voulait partager les données, invoquant la confidentialité des patients et le manque de documents nécessaires au fil des ans. Mais une infirmière âgée, lorsque je lui ai dit que je cherchais des informations sur une éventuelle thérapie expérimentale, est soudain devenue étrangement silencieuse et a suggéré d'aller fumer dans la cour. Là, regardant autour d'elle, elle me dit à voix basse « Vous n'êtes pas la première personne à me poser des questions à ce sujet, mais tout ce que je sais, c'est que nous avions quelques quartiers fermés et qu'il fallait les éviter. Un jour, j'ai entendu de la musique très forte dans l'un de ces compartiments, comme des chansons de Michael Jackson, puis j'ai entendu des cris. Le lendemain, on nous a dit que la moitié du personnel avait été licencié et que ses services étaient mis en sommeil. On nous a dit d'oublier ce qui s'était passé. Cela m'a choqué, mais en même temps, j'ai réalisé qu'elle pouvait inventer tout cela pour mettre de l'huile sur le feu, d'autant plus qu'elle avait senti ma réaction à l'évocation du nom de Michael. J'ai essayé de savoir où se trouvait Dollegarde. Elle m'a seulement indiqué une aile latérale, mais a ajouté qu'il était strictement interdit de s'y rendre, d'autant plus qu'elle allait l'été fermée depuis longtemps. Avec une excitation croissante, j'ai fait le tour du bâtiment jusqu'à ce que je remarque une porte aveugle en fer sur le côté. Une vieille serrure y était accrochée, mais elle n'était pas très solide. Dans un élan de bravoure idiote, j'ai attendu qu'il fasse nuit et j'ai décidé de voir si je pouvais entrer. La serrure était rouillée et j'ai pu la forcer avec un crochet que j'avais acheté dans la quincaillerie la plus proche. Une fois la porte franchie, j'ai allumé ma torche et j'ai vu un couloir étroit aux murs délabrés. C'était glauque et froid. J'ai continué à marcher et je suis tombé sur plusieurs bureaux avec des lits vides et du matériel médical couvert de poussière. Il y avait des bouteilles de papier et des cassettes sur le sol. J'en ai ramassé un et j'y ai vu l'empreinte boueuse d'un sceau avec des hiéroglyphes et des lettres latines. Il ne semblait pas s'agir d'un faux. Retenant mon souffle, je suis entré dans la pièce la plus éloignée. Un étrange appareil cylindrique s'y trouvait, ressemblant à une capsule, utilisée pour les traitements de cryothérapie. Mais il était hors service, avec des fils cassés. Le couvercle était entrouvert, l'intérieur vide. J'ai fouillé dans ce que j'ai pu, et je n'ai trouvé que quelques fichiers épars avec des schémas techniques et la mention Consciousness Transfer Protocol VTSO 2.1, protocole de transfert de conscience VPSO 2.1. Oui, tout était en anglais, mais les étiquettes étaient l'artox clair. Mes si minces et tremblaient, mon cœur battait la chamade. Je pensais qu'il s'agissait d'une mise en scène ridicule, mais cela semblait terriblement réel. Soudain, j'ai entendu des pas près de l'entrée. Mon cœur s'est enfoncé dans mes talons. Je me suis caché derrière la chaise et j'ai éteint la torche. Il a dû s'écouler une dizaine de minutes avant que les pas ne disparaissent. Il s'agissait probablement d'un garde ou d'un vagabond. J'ai eu de la chance de pouvoir me faufiler dehors et de sortir indemne. Mais j'ai pris les documents avec moi et je les ai cachés sous ma veste. Plus tard, je les ai photographiés et j'ai envoyé des copies à quelques des personnes de confiance pour qu'ils ne soient pas perdus, au cas où il m'arriverait quelque chose. Lorsque je suis rentré chez moi, je tremblais sous l'effet d'un excès d'adrénaline. Je me suis assis devant l'ordinateur et j'ai commencé à examiner les preuves. Tout ressemblait à un scénario de science-fiction. La capsule, les protocoles de transfert d'esprit, les employés licenciés, les compartiments secrets. Le puzzle s'assemblait enfin avec la théorie selon laquelle Michael avait peut-être participé à l'expérience pour se maintenir en vie, au moins numériquement. Et ces nouvelles chansons pourraient donc être la preuve que son « moi numérique » est toujours en train de créer. Mais la question demeure, qui contrôle cette essence? Ou agit-elle de manière autonome?
Serait-ce la raison pour laquelle les vidéos apparaissent et disparaissent sans cesse? Au risque d'être ridiculisé ou même entraîné dans une histoire dangereuse, j'ai décidé de contacter Cory du groupe fermé pour lui montrer les scans des documents. Cory m'a répondu beaucoup plus rapidement que la dernière fois et m'a écrit « Vous comprenez maintenant, tout cela est des biens réels. J'ai moi-même vu des choses d'eau similaires, mais quelque chose n'est pas encore clair pour toi. L'expérience a des conservateurs, et il ne voulait même pas que Michael se manifeste librement. Son enveloppe numérique est donc capable d'évoluer et a peut-être gagné en autonomie. Les chansons apparaissent donc d'elles-mêmes, parfois de manière inattendue, et les conservateurs essaient d'étouffer les explosions d'activité pour ne pas attirer l'attention. Je suis resté assise à regarder ce message, ne sachant pas si je devais le croire ou non. Mais je n'avais plus le même scepticisme en moi. J'ai demandé à Cory pourquoi il prenait ce risque et essayait de rendre tout cela public. Il m'a répondu « J'ai ma propre raison. L'être qui m'est cher a également été associé à ces recherches, et je veux dénoncer ceux qui les dirigent. Mais on n'était pas un guerrier sur le terrain. Si vous brûlez de révéler au monde le secret de Michael, vous avez une chance, mais préparez-vous aux conséquences. » C'est alors que j'ai eu peur. Quelles conséquences? Une rivalité avec des gens dotés d'une super technologie? Menacer ma vie et mes proches? Une seule personne vaut-elle tout cela? Mais 1 heure plus tard, j'ai eu comme un déclic interne. Quelqu'un avait déjà commencé cette guerre. Quelqu'un publie des traces, quelqu'un les efface, quelqu'un publie des commentaires sur les prisonniers numériques. Et si Michael est effectivement emprisonné dans une prison virtuelle, alors peut-être que tout son génie et son talent crient pour que nous sachions la vérité. Cela semble dramatique, presque fou, mais je ne pouvais pas faire autrement. J'ai pris une décision. Je devais mettre les preuves à la disposition du public, qu'ils me prennent pour le fou du village. Mais si j'avais ces fichiers, ces captures d'écran, ces enregistrements, il y aurait peut-être un expert qui pourrait confirmer qu'une telle technologie existe vraiment. Et là, plus rien n'arrêtera l'avalanche. J'ai appelé mon ami journaliste et lui ai dit que j'étais prêt à découvrir toutes les preuves. Il m'a suggéré de faire un grand reportage sur une plateforme indépendante, afin de ne pas être censuré par les grands médias. J'ai accepté et, dès le lendemain, nous avons commencé à constituer un dossier, comprenant des photos du laboratoire, des diagrammes, des fragments de lettres de Cory et des sources anonymes, ainsi que des analyses vocales des vidéos. Mais à minuit pile, j'ai soudain reçu un appel d'un numéro inconnu. Une voix masculine bourrue m'a dit « Arrêtez maintenant, vous n'avez pas le droit de faire ça. Arrêtez maintenant, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Et il a raccroché. Je n'arrivais pas à dormir, la peur me reprenait, mais il était trop tard pour m'arrêter. Nous avons publié l'histoire en ligne. Dans les premières heures, nous avons reçu des dizaines de commentaires, certains nous ridiculisant, d'autres nous soutenant. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Un jour plus tard, l'article a disparu de la plateforme sous prétexte de violation des droits d'auteur à cause des photos. Lorsque nous avons essayé de télécharger l'article sur un autre site, celui-ci s'est arrêté de charger comme s'il avait été victime d'une attaque DDoS. J'ai compris que des forces sérieuses jouaient contre nous. Mais quelque part, des miroirs de l'article ont continué à vivre. Les gens ont commencé à faire des ripostes et l'histoire scandaleuse du Michael numérique s'est répandue dans des cercles étroits. Les fans ont essayé d'organiser des actions et des flash mobs exigeant des explications. Bien sûr, beaucoup considèrent qu'il s'agit d'une farce, mais le battage médiatique lui-même prend de l'ampleur. Enfin, peu avant le Nouvel An, je suis tombé sur une autre vidéo postée par le même compte anonyme. Cette fois, il s'agissait d'un court message en lettres noires sur fond blanc. « Vous pensez tout savoir,
Mais je ne peux pas être libre non plus. L'image de Michael Jackson n'est qu'un premier pas. D'autres viendront après moi, et vous n'avez aucune idée de qui sera le prochain. Il n'y avait pas de musique, juste du silence. Mais la légende en bas de page disait « En mémoire du roi de la pop ». Qu'il se repose ou se lever? Immédiatement après, la vidéo a été supprimée et la chaîne a disparu. J'ai regardé l'écran vide pendant un long moment, essayant de réaliser l'ampleur de la folie dans laquelle j'avais plongé. Et soudain, il m'est apparu clairement que cette histoire pourrait ne pas avoir de fin. Michael est une icône vénérée par des millions de personnes. Si quelqu'un a effectivement trouvé le moyen de faire revivre numériquement ses idoles, l'apparition de nouvelles chansons n'était que la partie émergée de l'iceberg. Mais ai-je appris la vérité de manière définitive? Probablement pas. Michael pourrait-il se trouver depuis tout ce temps dans une autre dimension numérique où nous n'avons pas le droit d'aller? A-t-il conservé sa volonté ou a-t-il été pris en otage par des gens qui veulent tirer profit de son nom? Alors, quel problème est résolu? Probablement aucun, mais j'en suis arrivé à ma propre conclusion. Parfois, la vérité était plus effrayante et plus forte que n'importe quelle théorie. Peut-être que Michael aurait finalement souhaité que nous nous souvenions de lui, vivant et réel, plutôt que de chercher son fantôme dans le désert numérique. Mais s'il s'agit bien de sa voix, de sa conscience, alors il n'est pas mort en 2009, mais se trouve dans les limbes et appelle peut-être à l'aide. Depuis, j'ai arrêté d'aller sur ces chaînes. C'est trop sérieux. Aujourd'hui, j'essaie de mener une vie normale, d'écouter de vieux albums et de ne pas capter tous les signaux de conspiration. Mais une partie de moi reste figée à l'idée qu'à tout moment, une notification concernant une nouvelle vidéo pourrait arriver, et alors, toutes les vieilles de questions ressurgiront. Parfois, je me demande, et si un jour nous entendions un album entier de Michael numérique, qu'adviendrait-il alors de notre réalité? La réponse ne se fera peut-être pas attendre, et qui sait si nous aurons la force d'accepter cette vérité?